Et si la petite Irlande, paisible et neutre depuis plus de 80 ans, déclenchait une vague géopolitique capable de changer le visage de l'Europe? C'est une question dérangeante, mais aujourd'hui plus pertinente que jamais. Pendant que l'attention du monde reste fixée sur le front de l'Est, une transformation bien plus profonde se dessine à Bruxelles. La neutralité de l'Irlande, considérée depuis des décennies comme inébranlable, vacille désormais sur son socle. Car pour la première fois depuis des générations, Dublin discute ouvertement de l'adhésion à l'OTAN, rompant avec une tradition suivie depuis la Seconde Guerre mondiale. Le prétexte officiel: des drones russes auraient survolé l'île, semant le doute et la peur dans la société irlandaise. Cet événement a servi d'étincelle, lançant une vaste campagne d'opinion où la population se retrouve profondément divisée entre défenseurs du statut neutre et partisans d'une alliance militaire plus affirmée. Mais si l'on s'en tient à l'analyse classique, on risque de passer à côté d'enjeux bien plus dissimulés. La disparition du dernier tampon neutre d'Europe, une accélération prévisible de la militarisation du continent et la possibilité réelle d'entraîner tout le bloc occidental vers une confrontation directe aux conséquences imprévisibles. À travers la question irlandaise, c'est l'équilibre de sécurité, de souveraineté et même de débat démocratique en Europe qui vacille. Alors, faut-il vraiment croire que tout commence avec quelques drones égarés, ou existe-t-il une stratégie plus vaste derrière ce bouleversement soudain? Pour comprendre l'ampleur du tournant qui se profile, il faut revenir sur l'histoire mouvementée de la neutralité irlandaise et analyser ce qui motive réellement l'agenda otanien actuel. Pourquoi l'Irlande, jusque-là si attachée à son identité pacifique, est-elle soudainement sous pression? Pour comprendre ce bouleversement, il faut revenir sur l'histoire singulière d'un pays qui, depuis plus de 80 ans, s'est fait le symbole de la neutralité européenne. L'Irlande n'a pris part à aucune guerre du XXe siècle et s'est toujours refusée à intégrer les alliances militaires, même lors des épisodes les plus tendus de la guerre froide ou des conflits régionaux. Cette neutralité n'était pas qu'un choix tactique, c'était un pilier de l'identité nationale, une façon pour Dublin d'affirmer sa souveraineté face à ses puissants voisins et de se différencier d'un Royaume-Uni longtemps perçu comme dominateur. Mais aujourd'hui, cette position autrefois incontestable vacille. Depuis Bruxelles, Washington et Londres, les pressions se sont multipliées pour pousser l'Irlande à rejoindre l'OTAN. La rhétorique sécuritaire, qui autrefois s'arrêtait aux frontières de l'Est, vise désormais les derniers bastions de neutralité de l'Ouest. Le contexte change. On ne parle plus seulement de solidarité européenne ou de partage des valeurs occidentales, mais d'une nécessité urgente de se protéger face à des menaces extérieures, réelles, exagérées ou parfois totalement hypothétiques. Cette stratégie de persuasion n'est pas nouvelle. Depuis l'effondrement de l'Union soviétique, le processus d'élargissement de l'OTAN s'est répété avec une régularité mécanique à travers toute l'Europe. Chaque vague d'adhésion a repoussé les lignes rouges fixées par Moscou, malgré les promesses orales, jamais couchées sur le papier, de ne pas progresser vers l'Est. De la Pologne à la Finlande, en passant par la Roumanie, la Bulgarie ou les pays baltes, chaque nouveau membre a contribué à faire disparaître une zone tampon de stabilité, ajoutant une brique de plus à l'encerclement stratégique de la Russie. La neutralité irlandaise, autrefois considérée comme intouchable, semble aujourd'hui négociable. Or, oublier ou minimiser ce contexte historique, c'est ignorer comment, au fil des décennies, des promesses ont été systématiquement contournées, souvent au détriment de la stabilité régionale. Pour l'opinion publique européenne, il ne s'agit pas seulement d'un débat irlandais. C'est la question même de la souveraineté, du choix de la paix ou de la confrontation qui se rejoue ici à travers un mécanisme éprouvé, celui de la pression externe couplée à la fabrique de menaces. Mais ce qui se trame derrière les discours officiels et les scénarios anxiogènes va bien au-delà d'un simple élargissement. Il s'agit en réalité d'un basculement profond de l'ordre sécuritaire européen, où la logique des blocs l'emporte sur la préservation des zones de stabilité et de débat démocratique. Mais avant de céder à la panique, il faut s'interroger sur la réalité de ces menaces qui justifient tant de bouleversements. Explorons maintenant comment s'inventent et s'instrumentalisent les crises modernes. Des drones russes dans le ciel irlandais, réalité, manipulation ou simple prétexte? Depuis quelques semaines, les médias relaient l'idée d'une menace russe planant au-dessus de l'Irlande. Mais face à ces affirmations, une première question s'impose. Où sont les preuves? Aucun enregistrement, pas la moindre image, aucune donnée technique n'a été produite pour étayer ces accusations. Techniquement, le scénario semble peu plausible. La majorité des drones russes n'ont pas la capacité de parcourir des milliers de kilomètres pour atteindre l'Irlande sans relais ou base intermédiaire.
L'hypothèse d'un tel vol, depuis la Russie jusqu'à l'extrême ouest européen, relève plus du fantasme que d'une réelle opération militaire. Pourtant, l'idée fait son chemin dans l'opinion publique, alimentée par des récits alarmants. Ce schéma, nous l'avons déjà vu. On fabrique une menace, on l'expose sur la scène médiatique, puis on propose une solution clé en main, l'intégration sous le parapluie de l'OTAN. C'est la logique classique de la communication de crise, où l'information, même non vérifiée, devient le moteur d'une adhésion massive par la peur. Au lieu d'un débat ouvert, on assiste à une montée de l'émotion qui pousse une partie de la population à réclamer plus de sécurité, quitte à renoncer à la neutralité historique du pays. Ce processus n'est pas anodin. Accepter des scénarios non vérifiés, c'est accepter de se laisser manipuler. C'est ouvrir la porte à la disparition progressive du débat démocratique, au profit de décisions prises dans l'urgence, sous la pression d'une menace peut-être imaginaire. La vraie question n'est donc pas celle des drones, mais celle de la logique politique qui transforme chaque incident en justification pour modifier l'équilibre stratégique de l'Europe. Mais pourquoi l'Irlande, pays longtemps neutre, devient-elle soudain la pièce maîtresse de la stratégie atlantique ? Pour le comprendre, il faut regarder au-delà des faits divers et analyser le positionnement géopolitique de l'île au cœur de l'Atlantique. Derrière l'écran de fumée, qu'est-ce qui rend l'Irlande si précieuse aux yeux des stratèges occidentaux ? La réponse ne se trouve ni dans la taille de son armée, ni dans la réalité de la menace des drones. Elle se cache ailleurs, dans la géographie même de l'île et dans le regard que portent les grandes puissances sur l'Atlantique Nord. Sur une carte, l'Irlande semble isolée, détachée des grands foyers de tension. Mais c'est justement cette position, à l'extrémité ouest de l'Europe, qui fait toute sa valeur stratégique. Contrôler l'espace aérien et maritime irlandais, c'est détenir la clé des corridors vitaux reliant le vieux continent à l'Amérique du Nord. Par ces routes transitent de chaque jour des flux massifs de marchandises, de câbles de données et, en cas de crise, des renforts militaires essentiels. Les stratèges de l'OTAN le savent, installer des radars à longue portée, des systèmes de défense aérienne ou des bases anti-sous-marines sur le sol irlandais offrirait un avantage décisif. Cela permettrait de surveiller et d'intercepter discrètement tout mouvement suspect entre les océans, particulièrement dans le contexte d'une confrontation avec la Russie. L'Irlande deviendrait ainsi un véritable poste avancé, pivot de la sécurité de l'Occident. Surtout, mais la faiblesse militaire de l'Irlande n'est pas un handicap, mais un atout pour l'Alliance. Le pays ne dispose ni d'une armée puissante, ni d'infrastructures militaires surdimensionnées. Cela facilite la transformation rapide de ses aéroports, ports et réseaux de communication en plateformes logistiques pour les forces alliées sans résistance institutionnelle majeure. L'OTAN pourrait ainsi projeter sa puissance sans avoir à remplacer des dispositifs existants, mais simplement en s'installant sur un terrain vierge. Ce qui est en jeu, ce n'est pas la capacité de l'Irlande à défendre l'Europe, mais bien sa disponibilité. Sa neutralité historique, jusque-là perçue comme un frein, devient soudain une opportunité pour les États-Unis et leurs alliés, un espace presque vide, prêt à être modelé selon les besoins du conflit moderne. Mais derrière cette logique froide, la question de la souveraineté irlandaise s'invite brutalement. Le risque ? Voir l'Irlande perdre le contrôle de ses décisions, de ses infrastructures, de son avenir. Être réduite au rôle de simple base avancée, soumise aux impératifs stratégiques d'intérêts étrangers. La population et le gouvernement se retrouvent face à un dilemme historique, préserver l'indépendance du pays ou céder à la pression de l'Alliance pour rejoindre un engrenage qui les dépasse. Or, cette stratégie ne laisse pas l'Irlande et son peuple sans voix. La résistance s'organise et les conséquences de l'adhésion s'annoncent lourdes. Mais jusqu'où l'opinion publique irlandaise est-elle prête à suivre et comment s'organise la riposte face à cette bascule stratégique ? C'est dans les rues, les médias et les débats parlementaires que se joue désormais le sort du dernier bastion neutre d'Europe. Entre promesses de sécurité et perte d'identité, l'Irlande doit-elle sacrifier son âme ? La question divise profondément l'île d'Émeraude, où la neutralité n'est pas qu'un mot, mais un pan entier de l'histoire nationale. Depuis plus de 8 décennies, l'Irlande a érigé cette neutralité comme bouclier contre les tempêtes du monde, et pour beaucoup, elle reste un symbole de souveraineté durement conquise. Porté par le Sinn Féin, un des principaux partis du pays, un large pan de la société refuse l'idée d'abandonner ce principe. Pour eux, céder à l'OTAN revient non seulement à faire entrer l'île dans un engrenage militaire, mais aussi à renouer avec une forme de dépendance vis-à-vis de Londres. Faut-il rappeler que l'indépendance irlandaise s'est payée au prix fort face à la domination britannique ? Se lier à l'Alliance Atlantique, c'est risquer de voir renaître de vieilles blessures politiques, là où la fierté d'avoir choisi sa propre voie reste vivace.
Pourtant, la pression monte. Campagne médiatique relayant la peur d'une menace russe, promesses d'investissement et d'intégration économique, discours insistant sur la protection offerte par l'OTAN, tout l'arsenal de persuasion occidentale est déployé. On joue sur l'émotion, sur l'insécurité, sur le récit d'un monde dangereux où l'isolement serait synonyme de vulnérabilité. Mais l'histoire récente de l'Europe est riche d'exemples où la résistance intérieure a fini par s'effriter sous la pesée de l'extérieur. Les précédents élargissements de l'OTAN l'ont prouvé. La contestation nationale, même forte, est rarement de taille face à la mécanique des blocs, aux pressions diplomatiques et à l'orchestration de l'opinion. La tentation de céder, pour ne pas rester à l'écart, grandit à mesure que les alliés martèlent le message de l'unité et du danger commun. Pour les autres nations européennes, le cas irlandais est un miroir. Il rappelle que l'indépendance de décision n'est jamais acquise pour toujours. Dans un continent où l'équilibre des pouvoirs repose de plus en plus sur des logiques d'alliance, il suffit d'une crise réelle ou fabriquée pour faire basculer des décennies de choix souverains. La zone grise de la neutralité, cette soupape de stabilité, risque de disparaître complètement, au profit d'une Europe alignée sur une seule vision, une seule stratégie, un seul commandement. Ce qui est en jeu pour l'Irlande, et par extension pour tout le continent, c'est bien plus qu'un choix d'alliance. C'est la préservation du débat démocratique, la capacité à dire non, l'assurance de ne pas être entraîné dans des conflits sans consentement populaire. Perdre la neutralité, c'est ouvrir la porte à la division interne, entre anciens et modernes, entre souverainistes et atlantistes. Mais c'est aussi accepter d'être en première ligne, exposé aux tensions militaires, sans avoir eu le temps d'un vrai débat national. Voilà l'enjeu irlandais. Rester le maître de sa destinée ou céder à la grande mécanique des blocs qui, depuis 30 ans, redessinent la sécurité du continent à coups de pression et de récits anxiogènes. Mais l'Irlande a-t-elle vraiment le choix ? Face à la vague de réalignement, quelle stratégie les sociétés européennes peuvent-elles encore adopter pour préserver leur souveraineté et leur sécurité ? Si chaque nouvelle adhésion efface une ligne rouge, où cela s'arrêtera-t-il ? Cette question résonne aujourd'hui bien au-delà de l'Irlande. Car ce que l'on présente comme une simple évolution sécuritaire est en réalité le symptôme d'une dynamique qui semble ne jamais vouloir s'interrompre. Nous sommes passés, en quelques décennies, d'un continent européen parsemé de zones neutres à une Europe quasiment entièrement intégrée dans une logique d'affrontement. Chaque ralliement, chaque effondrement de la neutralité réduit encore un peu plus l'espace de dialogue. Les marges de manœuvre disparaissent, la polarisation s'accentue. Plus grave encore, refuser de voir cette tendance, c'est accepter l'idée d'un monde sans zone tampon, sans possibilité de médiation. Un monde où chaque nouvelle crise internationale s'accompagne mécaniquement de surenchères, de militarisation et de suspicion permanente. Les mécanismes de désescalade, eux, se font de plus en plus rares et fragiles. La question n'est donc plus de savoir si l'Irlande doit rejoindre l'OTAN, mais plutôt de comprendre comment cette logique d'escalade a fini par s'imposer comme seule voie possible. Sommes-nous condamnés à vivre dans un espace où la souveraineté devient l'otage de la géopolitique, où la sécurité se paie du prix de la confrontation perpétuelle ? Pour chaque citoyen européen, ce choix n'est pas anodin. Il s'agit de sécurité bien sûr, mais aussi de souveraineté, de coûts économiques et surtout de la vitalité du débat démocratique. Car chaque fois que l'on avance un prétexte sécuritaire, on repousse le débat authentique au profit de l'émotion et de l'urgence. Faut-il accepter ce glissement comme une fatalité ? Ou bien est-il encore temps d'exiger des alternatives, d'imaginer d'autres formes de sécurité collective fondées sur la coopération, le dialogue et le respect des diversités ? En définitive, la logique d'escalade n'a pas de fin si personne n'ose l'interroger. Elle se nourrit du silence, de l'habitude, du sentiment d'impuissance. Mais ouvrir ce débat, c'est déjà reprendre un peu de contrôle sur notre destin collectif. Alors, que pensez-vous ? Doit-on se résigner à un continent sans zone neutre, ou est-il encore possible d'inventer une autre logique de sécurité ? Parlez-en autour de vous, car c'est dans la conversation que naît la possibilité du changement.